Ah tiens, moi j'ai pas la vidéo là pour faire comme ça, moi. T'inquiète pas, c'est live, les gens vont me voir faire des vaches. Je suis à côté, mais ça va tomber. Ah ben c'est là. Voilà, tu peux. La descente est douce. La descente est douce. Et... silence. Et pas. Elle l'a dit, la descente est douce. La descente qui nous mène à la fin de cette émission. On la termine avec Jade Almeida. Rebonjour Jade. Bonjour Cyril. On revient de... Ça c'est pour ceux qui nous suivent en live. On revient de l'Asie. Et on va un peu plus loin. On va en... Ah oui, légèrement plus loin. Oui, très très loin même d'ailleurs. Hein. On va dans ce que tu as appelé la cour arrière des États-Unis. Dans sa grande cour. Oui, tout à fait. Une portion du jardin. C'est pas moi qui l'ai appelé ainsi, mais je cherche tu encore, me donnes trop de crédit. Je cherche encore, dans le jardin, là, quand tu divises le jardin, comment on appelle ça? Un sillon, hein, c'est ça? Tu sais quand on fait oh là là. ça se voit, vous n'avez pas fait l'agriculture. On va parler du l'agriculture. Hein. Non, ça se voit, vous n'avez pas fait l'agriculture, c'est pas vrai. On a perdu Cyril. Vous m'avez perdu. Quand tu plantes tes tomates... Oh Seigneur. Tiens, elle a dit au Seigneur. Allez, Jade, parlons du Venezuela. Donc, on va parler de l'actualité du Venezuela. Oui. La crise actuelle au Venezuela. Oui. Et du coup, on va en profiter pour parler de l'ingérence des États-Unis au Venezuela, bien sûr, mais du coup en Amérique centrale et également en Amérique latine. C'est ce que je disais. Tout à fait. Donc, ne me fais pas rire là, j'essaie d'être sérieuse. Donc, et juste pour remettre un petit peu de contexte à l'actualité, il y a 3 points clés un peu qui reviennent le plus dans le discours médiatique autour de ce qui se passe actuellement au Venezuela. Premier point clé, actuellement au Venezuela, on a 2 hommes qui se réclament plutôt de la présidence. Nicolás Maduro et Juan Guaidó. D'accord? Donc ce sont 2 personnages politiques qui se réclament d'une seule position, la plus haute position politique, la présidence. Ok? Deuxième point clé qui revient, qui est mis en avant dans le discours médiatique, le Venezuela est en proie à une crise économique extrêmement grave. Donc, inflation, on parle de rupture de nourriture, de médicaments. Donc, on parle d'un cas de famine dont souffre la population avec des millions de personnes qui fuient le Venezuela. D'accord? Deuxième point, donc cette fameuse crise économique. Troisième point particulièrement mis en avant ces derniers temps, c'est le soutien des États-Unis à Juan Guaidó. On reviendra là-dessus. Et également le fait que les États-Unis... Et du Canada. Et du Canada, mais ce qui est plus mis en avant, c'est vraiment les États-Unis. Je remettrai là-dessus. Oui. Voilà, le point clé, c'est que les États-Unis ont soutenu un des 2 et qu'actuellement, ils ont envoyé des cargos, comme j'ai dit, d'aide humanitaire pour aider la population face à la famine, à la crise des médicaments. Et notamment, ces cargos d'aide humanitaire sont bloqués à la frontière vénézuélienne. Donc, ils se trouvent actuellement dans des hangars en Colombie. D'accord? Donc, ce sont les 3 points clés médiatiques qui sont le plus mis en avant pour parler de la crise du Venezuela. Je vais redonner encore un petit peu plus de contexte avant de se lancer dans la chronique. Comme j'ai dit, donc il y a 2 hommes qui se réclament de la présidence. On a Nicolás Maduro, Nicolás Maduro, qui est le successeur de Chavez, qui a donc, Chavez, lorsqu'il est décédé, c'était le président intérim. Ensuite, il a été élu démocratiquement, mais à un cheveu. Je crois qu'il est passé à 50, quelque chose pourcentage en 2013. Donc, il était le président élu démocratiquement du Venezuela en 2013. Il y a eu une réélection en 2018. Et en 2018, il a été réélu à plus de 60% des voix. Et il faut savoir qu'il y a il y a quand même une grosse contestation de l'élection. L'opposition accuse Maduro d'avoir trafiqué les élections. On reviendra là-dessus parce que c'est une grosse crise actuellement dans le pays. Il y a quand même une grosse majorité de la population qui considère Maduro comme responsable de cette crise, ou du moins d'être incapable de sortir le pays de la crise. Et donc le fait qu'il ait pu être réélu à plus de 60% a fait lever pas mal de sourcils à l'intérieur du Venezuela, mais également au niveau international. Plusieurs pays ont notamment condamné l'élection en soupçonnant qu'il y aurait eu, comme j'ai dit, donc fraude électorale. Donc, en tout cas, il a été réélu. Du moins, il déclare avoir été réélu en décembre 2018. Et là-dessus, on a Juan Guaidó, qui est le président de l'Assemblée nationale. Donc, il faut savoir qu'entre-temps, l'Assemblée nationale est passée complètement aux mains de l'opposition, en fait, de l'opposition à Nicolás Maduro. Et donc, lorsqu'il prend le siège de présidence en janvier, donc là, le 5 janvier, quelques semaines plus tard, le 23 janvier, il s'autoproclame président de la République du Venezuela par intérim. C'est-à-dire qu'il dit « je vais être le président par intérim en attendant qu'on ait une réélection anticipée parce que je ne reconnais pas la légitimité de Maduro. » Si vous considérez que l'élection est une fraude, vous reconnaissez donc qu'il n'a pas le droit de s'appeler président du Venezuela en parlant de Maduro. Donc on a Juan Guaidó, qui est un peu un inconnu sur la scène politique, qui s'autoproclame président national par intérim.
Là-dessus, particulièrement important, Juan Guaido donc se déclare le 23 janvier président par intérim du Venezuela. Et là, il faut comprendre que, comme une espèce de, tu sais, les jeux de domino, quand tu renverses un domino, tout se renverse. Là, tout s'enclenche au niveau géopolitique mondial. On peut en parler si ça a attendu l'élection ou pas, mais en tout cas, il y a un enclenchement, c'est-à-dire qu'en moins de 24 heures, Juan Guaido va recevoir le soutien officiel des États-Unis. Donc Trump dit, je reconnais la légitimité de Juan Guaido dans cette position. Et non seulement en moins de 24 heures, il obtient le soutien des États-Unis, mais il va obtenir le soutien également du Canada, de la France, d'une grosse majorité de pays en Europe, notamment du Royaume-Uni, et également une grande partie des pays d'Amérique latine, notamment des pays frontaliers au Venezuela. Ce qui est au niveau international géopolitique énorme. D'accord, qui reçoit un tel soutien en moins de 24 heures. Là-dessus, vous avez Maduro, qui continue à dire non, c'est moi le président du pays, j'ai été élu, qui lui obtient le soutien de la Russie, la Chine, Cuba, Turquie, Iran, Corée du Nord, Mexique, etc. Donc, quelque part, vous vous rendez compte qu'on a les deux, on va dire, les anciens blocs. Exactement, on a presque un écho de la guerre la guerre froide, avec les fameux deux blocs. Un bloc soutient Juan Guaido, l'autre soutient Maduro, sachant bien sûr que Cuba et les États-Unis sont ennemis, on le sait, Russie, États-Unis, ennemis, on le sait. Donc, tout cela s'enclenche. Pour comprendre également tout le contexte, comme j'ai dit, il faut revenir sur le fait que le Venezuela est en proie à une crise économique extrêmement grave. Et il faut comprendre également que, et on en parlait lorsqu'on a parlé du Venezuela il y a 2-3 semaines, ce qui va faire hausser des sourcils par rapport à Juan Guaido, qui reçoivent le soutien des États-Unis aussi vite, c'est qu'il y a quand même une contestation de Maduro au sein de la population vénézuélienne, d'accord? Oui, ça c'est indéniable. C'est indéniable, il y a quand même une grosse contestation. Pourquoi? Parce que bien avant l'arrivée de Guaido, il y a eu des manifestations sanglantes de 2014 à 2017 qu'on appelle la Salida. Des manifestations sanglantes qui demandaient à déposer le gouvernement que représentait Maduro. Il faut bien comprendre que Maduro a quand même hérité d'une crise financière qui avait commencé sous Chavez, hein. Ça n'a pas commencé sous Maduro, ça a empiré. Ce serait trop complexe, on aurait fait une chronique entière pour expliquer de la crise économique vénézuélienne, mais en gros, c'est quand même en partie responsabilité d'une très mauvaise gestion économique interne au pays, c'est-à-dire que le Venezuela, c'est une des plus grosses réserves de pétrole au monde, ce qui veut dire que leur économie s'appuie quasiment uniquement sur l'exportation de ce pétrole. D'accord? Les richesses du Venezuela, c'est le pétrole. Ils vendent le pétrole, c'est ce qui leur apporte de l'argent. Puis à un moment donné, le prix du pétrole chute, et donc, l'économie vénézuélienne est frappée de plein fouet. Il y a plein d'autres enjeux quand même. Mais principal, le fait qu'une économie ne soit pas diversifiée est quand même extrêmement problématique. Parce que si cette économie-là, si le prix du pétrole, par exemple, dans le cas du Venezuela, s'effondre, c'est une économie qui s'effondre. Donc, il y a une crise financière en grande partie due à une mauvaise gestion interne. Mais on verra aussi un peu plus longuement, il y a quand même eu des pressions à l'international pour faire en sorte que cette crise financière soit pire qu'elle ne l'était auparavant. Notamment des sanctions mises en place par les États-Unis. On reviendra là-dessus. Donc, c'est à la fois gestion interne, il y a eu aussi des interventions. On dit qu'il y a eu de l'argent qui ont été détournés, donc il y a quand même, c'est plus complexe que cela. Mais de l'extérieur, il y a également eu de la pression. Donc, on a quand même une population qui demande à Maduro de step down, mais ce n'est pas la population qui a choisi Guaido, d'accord? Ce jeune homme n'est pas connu. Il y a quand même une certaine histoire d'opposition. J'aime bien le côté jeune homme, là. Mais il est très jeune, hein. Non, j'ai rien dit. Ce jeune homme, lorsqu'il s'autoproclame président de l'intérim, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où il vient, et ce n'est pas la population qui lui a demandé de représenter l'opposition. Sa légitimité, entre guillemets, c'est sa position au sein de l'Assemblée nationale, mais surtout le fait qu'il ait reçu un tel soutien de la part de l'international. Et ça, c'est vraiment... en moins de 24 heures. En moins de 24 heures. Et du coup, pour pouvoir comprendre, comme je disais, pour pouvoir comprendre ce qui se passe actuellement au Venezuela, mais également toute l'importance que ça représente au niveau géopolitique international, il faut comprendre toute l'histoire qui lie les États-Unis avec l'Amérique centrale, l'Amérique latine et les Caraïbes, notamment toute l'histoire d'ingérence des États-Unis et pourquoi, lorsqu'on a parlé du Venezuela il y a 2-3 semaines, lorsqu'on a entendu que Guaido avait reçu le soutien des États-Unis, on a haussé les sourcils en disant ça c'est pas bon. Ça, même si on veut se débarrasser de Maduro, le fait que le jeune homme là il soit du côté des États-Unis, c'est pas bon signe. Non, pas du tout. Donc du coup, on va revenir là-dessus un petit peu sur l'ingérence des États-Unis, c'est particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre que les États-Unis, moi, je l'appelle le cancer de la zone. Ils s'étendent, ils gangrènent tout ce qui touche. Carrément. Ouais, c'est la gangrène de l'Amérique centrale. Les États-Unis, c'est le cancer des Amériques et des Caraïbes. Et je vais expliquer pourquoi. Dès que les États-Unis
apparaissent, se forment en tant que nation, ils vont vraiment avoir directement une politique et une idéologie impérialiste. Dans le sens où dès 1823, ils vont adopter notamment ce qu'on appelle la doctrine Monroe du président James Monroe, qui est un peu un argument idéologique où en gros en 1823, ils disent à partir de maintenant, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sont fermés à la colonisation européenne. Donc ils s'adressent à l'Europe, ils leur disent cette zone-là, vous n'avez plus le droit d'essayer de la coloniser. En échange, nous, les États-Unis, nous ne nous mêlons pas de l'Europe. Nous reconnaissons que l'Europe et toute cette zone-là, c'est à vous. Et surtout, ils disent, si jamais vous essayez d'intervenir, quel que soit le lieu dans les Amériques, on considère que c'est une menace envers les États-Unis. On considère que vous êtes en train d'attaquer les États-Unis. Ce qui signifie qu'en fait, cette doctrine, c'est vraiment l'idée que ils vont créer cette espèce de sphère d'influence où l'Amérique centrale, l'Amérique latine ou les Caraïbes deviennent la sphère propre d'influence aux États-Unis et l'Europe n'a pas à s'en mêler. Surtout, du coup, ils justifient leur impérialisme et leur extensionnisme sur ces territoires. Ce qui va se passer, du coup, dès qu'il y a eu cette doctrine-là, on peut le voir, en 1846, on a les États-Unis qui vont annexer la moitié du territoire du Mexique, qui vont devenir du coup Texas, Californie, Nevada, etc. Donc, pas tous les pays du sud des États-Unis, donc ils annexent. Et ensuite, quelques années plus tard, début 20e siècle, donc début des années 1900, on a Roosevelt qui arrive et qui va faire ce qu'il appelle le corollaire de la doctrine Monroe, c'est-à-dire où il va enlever en fait l'idée qu'on n'intervient pas, il va dire en réalité, à partir du moment où vous allez à l'encontre des intérêts des États-Unis, vous nous déclarez la guerre. Donc en gros, il dit nous ne tolérons plus, et quand il dit intérêt, on sous-entend intérêt économique, intérêt financier, nous ne tolérons plus que vous, l'Europe, vous puissiez aller à l'encontre des intérêts des États-Unis. En sous-entendu, dans toutes les Amériques. D'accord? C'est vraiment important de comprendre cette idéologie-là qui sous-entend toute la politique étrangère, en fait, des États-Unis, notamment dans cette zone. Et il faut également rappeler l'Amérique centrale, déjà, pour commencer avec l'Amérique centrale, c'est une terre extrêmement fertile, 18e, 19e siècle. C'est une terre extrêmement fertile et donc on a notamment par rapport à la banane, mais pas seulement, mais on a donc des entreprises états-uniennes qui s'y installent avec une énorme puissance, une énorme importance économique et ces entreprises-là, ils ont l'oreille du gouvernement. D'accord? Donc ils s'y installent et puis lorsqu'ils commencent à voir qu'il y a des gouvernements en Amérique centrale, Nicaragua, on en reparlera, qui commencent à essayer de vouloir protéger leurs intérêts par rapport à la présence économique des États-Unis, ce sont des entreprises qui vont carrément demander au gouvernement états-unien d'intervenir, de protéger leurs intérêts. D'accord? Donc les États-Unis vont constamment, du coup, c'est ce qui va provoquer les Banana Wars de 1898 à 1934. Parce que les États-Unis se battent pour maintenir leur monopole, notamment leur monopole au niveau des plantations. D'accord? Donc, on va dire qu'à partir des années 1900, on va voir, quel que soit le pays que vous regardez dans lequel les États-Unis vont intervenir, c'est toujours la même stratégie. C'est de faire en sorte que les gouvernements deviennent instables. Soit par des pressions externes, en coupant avec l'économie, soit carrément en envoyant le CIA et en déposant des présidents démocratiquement élus. Donc, par exemple, pour vous donner quelques exemples, il y a eu le Nicaragua. En 1912, invasion du Nicaragua. Les États-Unis vont occuper le Nicaragua pendant 21 ans. Il va y avoir une rébellion, notamment menée par Sandino. Ils vont réussir à chasser les États-Unis. Sandino parvient on va dire, avec d'autres groupes, à mettre en place le pouvoir, à consolider le pouvoir, on va dire 2 ans plus tard. Et là, il est assassiné par Garcia. Garcia qui a été formé, en fait, par les États-Unis, qui agit avec le soutien des États-Unis, et qui, du coup, va mettre en place une dictature qui va durer 40 ans. Une dictature extrêmement brutale, qui va durer 40 ans grâce au soutien des États-Unis. Ensuite vient, bien sûr, comme tu l'as dit, la guerre froide. Donc, pendant la guerre froide, les États-Unis, sous prétexte de lutter contre le communisme, vont constamment intervenir dans ces pays en disant on intervient parce que sinon ce sont des pays qui vont devenir communistes et ils partagent des frontières avec nous ou ils sont proches de nous. Donc par exemple, le Guatemala en 1960 va avoir la guerre civile la plus longue d'Amérique centrale et il faut bien comprendre que c'est une guerre civile parce qu'on a une population qui va se battre pour déposer la junte militaire qui est à la tête du Guatemala. Une junte militaire mise en place par les États-Unis qui leur ont donné les moyens, qui leur ont donné les armes. Donc ensuite on a une élection en fait, avant qu'il y ait la junte militaire, il y avait eu une élection démocratique. C'était Guzman qui avait été installé, élu par le peuple. Or, il commençait à avoir une politique de protection, notamment des terres du Guatemala, et notamment de protection face aux entreprises américaines, face à l'économie américaine. Donc, le CIA intervient, le fait déposer et met en place la junte militaire qui va donc du coup provoquer la dictature et cette fameuse guerre civile pour que la population parvienne à se débarrasser de la junte militaire. C'est une guerre civile qui va durer jusqu'en 96, qui va faire plus de 200 000 morts, enfin 200 000 morts, on compte même pas les morts suite au déplacement. Oui, voilà, c'est ça. La pauvreté et surtout c'est une guerre qui va
notamment décimer les populations indigènes. Donc c'est 83% de ces populations-là qui sont tuées face à la violence gouvernementale de la junte militaire, soutenue, comme j'ai dit à chaque fois, par les États-Unis. Pareil, le Chili, en 1973, Pinochet, c'est encore les États-Unis. Même processus, il y a une élection démocratique, c'est Salvador Allende qui gagne. Encore une fois, un président qui a une politique beaucoup plus socialiste, un président qui veut protéger sa population et donc a commencé à faire le holà avec l'ingérence des États-Unis et l'économie américaine. Bien sûr, les États-Unis ont une mainmise extrêmement importante dans le milieu parce que c'est très riche en cuivre et à ce moment-là, les entreprises américaines sont vraiment très installées dans ce milieu-là. Se plaignent. Allende est déposé par le CIA, qui est remplacé par Pinochet. Pinochet met en place une dictature jusque dans les années 90 extrêmement brutale. On pourrait se dire, ah, c'est juste dans les années 90. Non, 2009, Honduras, la même affaire. En fait, il faut bien comprendre que, et c'est sans compter la Caraïbe, la chronique serait trop longue si je commençais à parler d'Haïti, de Cuba, donc des territoires de Caraïbes dans lesquels les États-Unis se sont mêlés. Mais en gros, pourquoi toujours mettre en place des dictatures? Parce qu'il faut bien comprendre que la dictature, c'est un modèle, on va dire, politique qui est bienveillant, en fait, envers l'ingérence des États-Unis. Parce que si vous voulez maintenir une dictature, vous avez besoin de beaucoup d'argent, vous avez besoin de beaucoup d'armes. Donc, les États-Unis n'ont aucun problème à vous fournir de l'argent et des armes si en échange, vous mêlez pas de leurs affaires économiques. Des entreprises privées, exactement. C'est vraiment un climat propice, en fait, aux investissements. Donc, voilà pourquoi les États-Unis sont extrêmement bienveillants dans la mise en place de dictatures extrêmement brutales. Et il faut bien comprendre dans tous ces cas-là, là, c'est quelques exemples, en fait. Amérique centrale, Amérique latine, il y en aurait toute une liste. Et donc, il faut bien comprendre que dans tous ces cas-là, il y a vraiment une importance de l'armée. C'est-à-dire que soit on dépose à un président qui a été démocratiquement élu pour provoquer un coup militaire et donc permettre à l'armée de gérer le pays, soit en gros, c'est l'armée qui va, en refusant de soutenir le président, va provoquer une instabilité politique. Et donc, du coup, pour revenir au Venezuela, actuellement, ce qui se passe, on a Juan Guaido, qui, je rappelle, soutenu par les États-Unis, avec notamment des appels de Trump qui demandent à l'armée de cesser de soutenir Maduro et de changer de camp. Et il a promis un armistice à tous les soldats, tous les généraux. Du moins les généraux. Plutôt oui, à tous les généraux qui accepteraient de cesser d'être du côté de Maduro et de rejoindre Juan Guaido. Donc voilà pourquoi c'est extrêmement inquiétant de voir ce qui se passe au Venezuela, parce que c'est typique de toute une histoire d'ingérence, de plus de 200 ans d'ingérence des États-Unis dans ces territoires, qui systématiquement s'est soldée par l'installation de dictature, la provocation de guerres civiles, l'instabilité politique, et donc des morts par millions, par centaines, des déplacements énormes, des immigrations forcées, la pauvreté, etc. Faut bien comprendre également que actuellement, donc, il y a ces deux présidents qui cherchent à faire déplacer l'armée. L'armée, pour le moment, continue de soutenir Maduro. Voilà pourquoi les cargos sont toujours bloqués au niveau de la frontière colombienne, parce que l'armée est là pour bloquer les ponts. Et pourquoi Maduro refuse de faire entrer l'aide humanitaire? Parce qu'on pourrait se dire, tu n'es pas particulièrement soutenu de ta population, peut-être que tu devrais laisser entrer la nourriture et les médicaments, et puis ça te donnera un petit peu de l'Est, parce qu'il a peur justement en laissant entrer les cargos, il laisserait entrer l'armée états-unienne, qui pourrait du coup provoquer une occupation des territoires vénézuéliens. Et Maduro, c'est quand même quelqu'un qui a grandi, il a vu ce qui s'est passé au Chili. Il se rappelle, Sandino, tu sais, il connaît l'environnement, il connaît tous les enjeux, il sait. Oui. Exactement. Donc c'est pour ça que à Néo-Québec, on suit en fait cette actualité. Il y a quand même est-ce qu'on peut soutenir le fait de déposer le gouvernement de Maduro? Oui. On peut tout à fait soutenir le fait que oui, il faut un changement de gouvernement, oui, la population a besoin d'un changement au niveau de l'économie vénézuélienne. C'est pas pour autant que de déposer ce gouvernement doit automatiquement aller avec le soutien de Juan Guaido, qui est un inconnu travaillant avec les États-Unis. C'est un mauvais historique. Un très, 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 très mauvais historique. Donc, on va se retenir là-dessus. Ma question a deux sous. Le Canada, avec Madame Freeman, soutient Guaido ou Guaido, pourquoi? Il faut bien comprendre que le Canada, qui a un peu cette réputation d'enfant de cœur, a également énormément d'intérêts économiques, que ce soit à maintenir ses alliances avec les États-Unis, parce qu'on a bien vu, le Trump a littéralement manqué de respect au Canada à toutes les étapes de négociation, et malgré ça, le Canada continue de dire on va trouver des compromis. Il fonctionne, c'est comme un jeu d'échecs. Peut-être qu'on s'entend pas, mais on fait partie de la même équipe. Le Canada, les États-Unis, l'Europe sont du même bloc, si on veut reprendre la métaphore de la guerre froide. Et donc, le Canada a des intérêts politiques, économiques, stratégiques à être du même côté que des États-Unis.
D'accord? Il faut bien comprendre que les enjeux sont extrêmement plus larges que simplement ce qui se passe au niveau Venezuela. C'est vraiment une géopolitique mondiale qui est en train de s'accrocher sur un territoire. La réponse est là quand vous allez suivre les informations. Bon, on espère que vous les suivez chez nous, là, mais quand vous suivez les informations, écoutez-nous. Ça vous permet d'avoir du recul sur ce qu'on vous envoie dans les écrans de télévision ou alors quand vous écoutez les commentaires, notamment de certains confrères spécialistes des relations internationales, relations extérieures à Je suis Radio-Canada. obligée de rajouter aussi là-dessus, excuse-moi, j'ai oublié, mais je t'ai coupé et il me fusille du regard. Mais il faut bien comprendre aussi qu'actuellement, on est dans, comme je disais, dans une actualité où l'Amérique latine a vu pas mal d'élections démocratiques de présidents ouvertement hostiles à l'ingérence états-unienne. Je pense au Brésil, avec Lula. Je pense qu'il y a eu énormément d'élections démocratiques où les États-Unis ont perdu du terrain sur ces territoires. Et donc, quelque part, on peut voir ce qui se passe au Venezuela, comme les États-Unis qui, techniquement, comme tu l'as dit, le traitement de l'arrière-cour, essayent de reprendre leur fameuse sphère d'influence face à une montée de l'anticolonialisme et de l'anti-impérialiste états-unien. Voilà. Donc, tout est lié. Donc, je terminais juste pour dire que quand vous suivez les commentaires ou les analyses en relations extérieures des journalistes spécialisés des affaires, relations internationales, ayez beaucoup de recul parce que je n'ose pas dire la voix du Canada, mais voilà quoi. Disons que c'est très officiel. Merci Jade, on se revoit la semaine prochaine en espérant que l'actualité dans cette zone-là, Haïti, Venezuela, les choses auront évolué. De toute façon, suivez-nous sur notre page, vous en saurez toujours, On partage un peu plus. Voilà, à la semaine prochaine.